bien. Ça déco. Ça va bien. Mais je suis hyper loin de toi, par contre. Je suis... Religieusement, j'imagine. Oh là là. Bonjour Marc Fesneau. Merci beaucoup d'être notre invité politique ce matin, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Vous êtes également premier vice-président du MoDem. On va parler évidemment de sujets politiques avec vous. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord, qu'on est ravi de retrouver. Bonjour Julien. Eh bien, je suis pareillement. Merci d'être avec nous. On va évidemment parler des questions agricoles dans quelques instants. Il y a beaucoup de sujets, mais d'abord, question politique sur la loi immigration. Il y a une tribune qui a été signée de parlementaires de la majorité présidentielle et de la NUP, qui a été publiée cette semaine, qui plaide en faveur de la régularisation des travailleurs sans papier, notamment dans les métiers en tension. Est-ce que vous soutenez les députés MoDem qui ont signé cette tribune? Il y a une diversité d'opinions, c'est sur ces sujets de l'immigration. Il faut qu'on arrive à tenir à la fois un objectif, sinon il n'y aura pas d'intégration réussie qui soit celui d'une immigration qui soit plus choisie, si je peux dire, et moins subie. Mais on sait à quel point les phénomènes migratoires sont très forts. On voit bien ce qui est en train de se passer en Italie de nouveau. Parce que quand la faim vous pousse, quand la guerre vous pousse, on peut raconter ce qu'on veut ici sur un bureau, les gens partent de chez eux pour essayer de trouver un territoire qui leur soit plus favorable. Et ça peut s'entendre et se comprendre. Donc on a besoin de trouver un équilibre entre la gestion de ces flux migratoires. Et derrière flux migratoires, il y a des gens, il y a des réalités humaines. Donc c'est des mots qui sont un peu abrupts. Donc ils ont eu raison de la signer, y compris avec des partenaires. Premier élément, donc essayer de gérer les flux et en même temps le faire dans des conditions raisonnables et qui soient acceptables, parce qu'on ne peut pas accepter que tous ceux qui veulent venir chez nous puissent venir chez nous, parce que sinon on crée des déséquilibres qui sont trop forts. C'est tout le sujet de ces questions migratoires, et sans être otage d'un camp ou d'un autre sur ces questions-là. Et le point d'équilibre, il est très compliqué à trouver, on va se dire les choses comme elles sont. Nous, le fait que moi, je ne trouve pas inintéressant qu'on puisse se poser la question à un moment d'aller devant les Français, parce que chacun a du mal à sortir de sa posture dans cette affaire. Aller devant les Français, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? À un moment, on ouvre la porte à la question référendaire, donc il faut d'abord... Sur la question migratoire? Non, mais c'est bien la question qui a été posée l'autre jour, si j'ai bien compris. Qu'on se dise, est-ce que là, il n'y a pas moyen de faire des Français le juge de paix de questions qui sont très en otage de ceux qui, d'un côté ou de l'autre, essaient de radicaliser les positions? En tout cas, je m'interroge. Je me demande mais si vous y serez favorable Moi, je répète, je m'interroge. Je me dis, qu'est-ce qui peut faire qu'on ait un débat qui soit un débat éclairé et apaisé et pas un débat d'une caricature contre une autre? Vous voyez ce que je veux dire? Mais signer une tribune comme ça, est-ce que ça risque pas de fracturer la majorité? En tout cas, de l'abîmer. C'est ce que dit notamment Laurent Marcangeli, le patron d'Horizon. Ça a fait grincer. Moi, j'ai vu... Ça a fait grincer au sein de la majorité. Non, mais d'abord, on sait bien que sur la majorité, depuis 2017-2018, cette question migratoire est une question qui parfois a fait des divergences à l'intérieur des groupes. Enfin, je veux dire, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise, mais ça fait 6 ans que je connais cette majorité. Elle a été moins à se fracturer que bien des majorités avant elle. Enfin, on va dire les choses comme elles sont. Elle a toujours été au rendez-vous de la solidarité. Alors qu'il puisse y avoir des expressions est une chose. L'expression ne doit pas éviter qu'à un moment on essaye de trouver un point de consensus. Mais le point de consensus, il n'est pas seulement dans la majorité. C'est qu'est-ce que disent les LR, qu'est-ce que disent les gens qui à gauche sont plus modérés, qui essaient de résoudre ce problème en conscience et pas avec des postures. Parce que là, en même temps, c'est difficile. Alors, il faut mieux trouver un accord avec les LR ou un accord avec la gauche sur ce texte. Mais ça peut pas être zéro régularisation d'un côté ou toute régularisation, c'est pas en même temps, c'est un point d'équilibre. Le en même temps est un point d'équilibre dans cette affaire. On a besoin de trouver de l'équilibre. Vous ne me trouverez pas sur un chemin qui soit un chemin de Yaka Faucon. Et ceux qui nous ont expliqué dans d'autres pays du monde, de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple, qu'ils allaient mettre des clôtures, des barrières, des murs et qu'ils allaient empêcher les immigrés de venir, ils n'ont jamais réussi à le faire. Donc c'est pas la peine d'avoir des postures dont on sait qu'on ne les tient pas. Oui, par ailleurs, on a besoin de travailler, c'est les questions du dérèglement climatique, des dérèglements géopolitiques, pour que dans un certain nombre de pays, les choses ne se déstabilisent pas, parce que c'est ça ce qui produit les flux migratoires. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ce texte? François Bayrou, il dit c'est un texte utile mais pas essentiel. Est-ce qu'il faut y renoncer si un accord n'est pas trouvé? On verra, mais en tout cas, il y a des choses. Moi, quand j'étais aux relations avec le Parlement, j'avais en charge les budgets, en particulier de ceux qui géraient les dossiers des gens qui font des demandes d'asile. On a un sujet, et ça c'est du réglementaire, et ça c'est de la politique publique. C'est vieux comme... on a plutôt amélioré les choses, mais on a besoin d'accélérer les procédures, parce que quand vous avez des gens à qui vous répondez 2, 3, 4 ou 5 ans plus tard, compte tenu des recours et de... Évidemment, vous êtes dans une situation où c'est compliqué de les raccompagner aux frontières et en même temps, vous mettez en scène parfois votre impuissance. Donc, on a besoin d'avoir des procédures et c'est vrai que ça... Mais ça peut passer par règlement. C'est ce que je viens de vous dire. Oui, on n'est pas obligé de passer par un projet de loi. C'est là que François Bayrou a raison, c'est-à-dire que essayons de segmenter les problèmes. D'abord, les obligations de quitter le territoire, est-ce qu'on ne peut pas les régler
Enfin, on doit pouvoir les régler autrement que par la loi, parce que ce n'est pas la loi. La loi, elle est posée là-dessus. Il faut juste qu'on ait des politiques publiques qui le fassent mieux. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut qu'on essaie de cheminer. C'est vrai, c'est plutôt du réglementaire. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il vaut mieux pas, finalement, arrêter les frais sur ce texte, voir la voie réglementaire, s'éviter un nouveau 49.3 au risque d'une motion de censure, ou bien essayer, malgré tout, de passer en force ? La question, c'est pas de passer en force sur un sujet comme ça, c'est pas, à mon avis, le sujet. Oui, bien qu'on ça a été évoqué quand même, je veux dire, au sommet de l'État. Vous me demandez mon avis. Oui, allez-y. Je vous donne le mien. Je pense qu'on est dans un moment où les citoyens, et je pense qu'une partie des groupes politiques et des partis politiques ont un peu besoin d'apaisement. Et sur bien des sujets, je pense qu'on est... Essayons d'avancer sur ce sur quoi on peut avancer d'un point de vue pratique. Y compris la majorité. La majorité aussi a besoin d'apaisement. Mais tout le monde a besoin d'apaisement. Je ne trouve pas qu'un pays puisse durablement fonctionner quand en permanence il y a de la tension. On voit ce que ça peut produire dans un certain nombre de pays. On voit bien comment la tension aux États-Unis, elle a produit à la fin ce qu'elle a produit au Capitole. Donc on a besoin quand même de se dire qu'il y a des débats qui sont complexes. Il y a des débats qu'on peut trancher d'abord par de la réglementation de la politique publique. Peut-être qu'il y aura besoin d'un texte. Peut-être qu'il y aura besoin... Peut-être qu'il y aura besoin d'interroger la question référendaire et d'interroger les Français, mais on peut avancer sans immédiatement mettre un texte. Mais on verra. Monsieur Fesneau, ça veut dire que concrètement, le texte là, je crois qu'on l'évoque pour un passage au Sénat au début novembre, le 6 novembre. Vous dites, attendons, ça ne sert à rien d'y aller maintenant. C'est pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit, essayons de regarder si on a un point d'équilibre. C'est ça qu'il faut qu'on cherche. Si on n'a pas un point d'équilibre, c'est compliqué d'aller en permanence sur une question d'affrontement, parce que de toute façon, voilà. Mais si on peut faire passer un texte, mais la question dans toutes ces affaires-là, c'est est-ce que les gens peuvent sortir de leur posture. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent aller, parce que le compromis et le dialogue, c'est pas venez sur ma position, sinon je vote contre. Mais c'est y compris les gens dont vous parlez, ce sont les Républicains. Ça peut être les Républicains, mais même à gauche. Même à gauche, oui. Mais même à gauche, il y a un certain nombre de gens qui savent très bien qu'on peut pas régulariser tous les sans-papiers. Il y a un certain nombre de gens qui savent très bien qu'on peut pas faire autre chose. D'ailleurs, quand ils étaient au gouvernement, ils passaient leur temps, y compris il y a pas si longtemps sous M. Hollande, à nous expliquer qu'on pouvait pas accueillir les réfugiés syriens. Et d'ailleurs, ça nous avait été reproché par les Allemands. Donc, faut pas. Tous ces gens qui viennent vous donner des leçons aujourd'hui. Ils sont chacun dans leur posture, comme si à un moment, ils ne seront pas appelés, ce que je leur souhaite, à être en responsabilité. Et donc, il faut toujours penser que ce que vous dites, un jour, ça peut être... Vous devenez comptable quand vous êtes en responsabilité. Une question sur Jean-Luc Mélenchon. Oui, on parlait de la gauche, on va parler d'une certaine gauche. La France Insoumise, à l'occasion du 50e anniversaire du coup d'État contre Salvador Allende au Chili, Jean-Luc Mélenchon a dressé un parallèle entre Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et Augusto Pinochet. Je le cite, ils ont le même visage bestial commencé à Santiago du Chili. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette phrase ? Je vais vous dire... Plus rien ne m'inspire chez Jean-Luc Mélenchon d'autre chose que l'excès d'un homme qui, d'abord, n'a pas accepté ses défaites successives. Or, il devrait faire un travail sur lui-même, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Il faut accepter aussi les défaites. De quelqu'un qui cherche à toute force à exister par une surenchère verbale. Mais il prend de très lourdes responsabilités à faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il est exactement comme, quand il fait ça, comme quand M. Trump dit « on nous a volé l'élection ». Vous voyez ce que je veux dire ? Et à ce moment-là, vous voyez ce que ça peut produire dans des... Et après, il est le même à dire, il faut attention à la violence. C'est un bout de feu, c'est ça que vous dites. Oui, c'est un bout de feu. Moi, j'avais dit à l'époque, en 2018, quand il était au moment de la crise des Gilets jaunes, que c'est les pouces au crime insurrectionnel. Voilà ce que c'est. Et moi, je trouve que dans le moment qu'on traverse, si on est un responsable politique, si on est un irresponsable politique, c'est autre chose. Mais quand on est un responsable politique, on ne doit pas avoir des mots comme ça qui sont, objectivement... Pinochet, c'est des millions de morts. Pinochet, c'est des gens qui étaient emprisonnés. Monsieur Mélenchon aurait été sous le régime de Pinochet, il aurait été en prison et ça aurait été regrettable, ça nous aurait privé de sa parole. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais comparer une grande démocratie comme la nôtre, et la démocratie, c'est accepter quand vous êtes au pouvoir de supporter des... Mais quand la majorité rejette LFI et RN en dehors de l'arc républicain, est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi de caricature qui risque aussi de vous être reprochée ? Ça n'a rien à voir avec la question que vous posez, pardon, sur est-ce que nous ressemblerions de près, de loin, ou de plus près ou de plus loin à Pinochet ? Enfin, je veux dire, c'est grotesque, hein, franchement, de dire des choses pareilles, c'est grotesque. Qui peut croire une chose pareille dans ce pays ? Donc, et par ailleurs, moi, il ne vous aura pas échappé que le président de la République, quand il a reçu les partis politiques à Saint-Denis, il a reçu l'ensemble de l'arc de ceux qui sont... C'était pas gagné au départ, on se souvient quand même. J'en sais rien, mais en tout cas, ils étaient là. Alors après, les mêmes qui vous disent, vous les écartez trop loin, quand vous les mettez avec vous, c'est vous les banalisez. Bon, il va falloir que chacun choisisse son camp camarade, comme disait l'autre, parce que soit ils sont dans l'arc républicain, au sens qu'ils sont dans
dans une démocratie, ils ont été élus, donc on n'a pas à remettre en cause les choix des électeurs. Le président. Voilà, c'est ça, l'arc. Ou alors on les exclut, mais ça peut pas être, on peut pas se faire reprocher de les exclure et de les inclure. Parce que là, on a un discours qui va pas. Et moi, j'ai entendu chez vos confrères de dire, vous avez normalisé qui Bardella, qui Bompard. Bah, alors... Et si on ne les invite pas, on nous aurait dit, vous les avez exclus. Donc, moi, je pense que la démocratie nous donne ce qu'elle nous donne. Les citoyens, ils choisissent. C'est des partis qui sont légaux, qui ne sont pas interdits par la justice. Il faut faire avec, c'est ce que vous dites. Bah, il faut faire avec, il faut surtout combattre leurs idées. Il faut surtout faire en sorte que ces gens-là ne prospèrent pas, parce qu'ils prospèrent sur le malheur des gens et le populisme. C'est ça qu'il faut faire. Le reste, c'est de la littérature, en fait. C'est des postures, c'est des jeux de postures. Et donc, M. Mélenchon, comme les autres, mais M. Mélenchon, il se nourrit de ça. S'il n'y a pas tout ça, il n'existe pas, M. Mélenchon, parce que... Et pourtant, il reste très populaire. Vous avez vu les sondages Harris qui ont été diffusés. Je n'ai pas dit qu'il était impopulaire, je vous dis. S'il n'a pas ça, il est pas... Simplement, il n'y a pas de majorité autour... Enfin, il faudra que M. Mélenchon comprenne un jour qu'il n'y a pas de majorité autour de lui. Aujourd'hui, il a fait 16, 18, 20%, c'est très remarquable. Mais il n'ira pas plus loin, selon vous. Ben, j'en sais rien, mais en tout cas, à date... Ouais. Toutes les élections successives, il n'a pas dépassé cette barre-là. Donc 20%, alors sauf dans les régimes qu'il soutient parfois, peut-être au Venezuela ou ailleurs, avec 20%, vous ne faites pas une majorité. Il y a un sujet, parmi les sujets d'inquiétude des Français, il y a la question de la vie chère, notamment dans l'alimentaire. Bruno Le Maire souhaite des négociations commerciales plusieurs fois par an entre producteurs et distributeurs et non plus seulement des négociations annuelles. Est-ce que les agriculteurs risquent d'être les grands perdants ? C'est certainement pas l'objectif et j'ai noté avec attention ce qu'a dit Bruno Le Maire, je crois, hier. Chez certains de vos confrères, il ne peut pas être question que nous revenions sur ce qu'ont été les grands principes posés par le président de la République depuis 2017, qui est celui de la rémunération agricole. Pour une raison simple, si on ne rémunère pas les agriculteurs, on pourra toujours là aussi sur les plateaux dire qu'on perd en souveraineté, qu'on n'est plus autosuffisant en fruits et légumes, en viande, etc. Ça aura été simplement le produit d'une incapacité à rémunérer. Donc on est dans un moment inflationniste. Pendant 15 ans, sur l'alimentation, on n'a été pas stable, on a été déflationniste. C'est-à-dire que vous étiez à 100 et vous étiez à 90 ou 95 10 années plus tard. Il n'y a aucun système économique qui puisse résister à ça. Et donc il était temps qu'on sorte de cette spirale où, au fond, c'est l'agriculture qui faisait l'ajustement prix. Après qu'il y ait besoin, entre la grande distribution et les industries agroalimentaires, de discussions qui soit plus active et qui ait plus de réactivité. Quand vous avez une inflation qui fait plus 5, moins 5 sur ça, enfin, ou plus 15, moins 15 sur des produits, en tout cas matières premières, mais enfin dans un produit, que dans un kilo de pâtes, vous avez la part des céréales, elle est assez faible par rapport à l'emballage, à la transformation, au salaire. Et que je sache, les salaires n'ont pas baissé et c'est tant mieux, ils ont même plutôt augmenté et c'est tant mieux. Que je sache, l'énergie, il suffit d'aller à une pompe essence pour comprendre que manifestement ça n'a pas tout à fait baissé. Et donc... Mais comment vous allez vous en assurer que les agriculteurs ne soient pas perdants ? Ben, c'est la loi. En fait, on va s'en assurer parce que la matière première agricole, elle est préservée. Et je n'entends pas que nous en rabattions là-dessus. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire non plus, il l'a redit hier. Le principe, c'est la rémunération de la matière première agricole à son prix. Par ailleurs, on demande aux agriculteurs de faire des efforts sur un certain nombre de transitions. Bon. C'est un coup, une transition. Comment vous allez les inciter ? Parce qu'en effet, il y a la transition écologique, elle doit se faire. Alors, c'est un deuxième sujet, si vous me permettez. Oui, mais la transition... la première façon de les inciter, c'est si ça vous coûte un peu plus cher, à vous, agriculteurs, ça sera payé un peu plus cher. Parce que si c'est pour leur dire, on vous demande de faire des efforts de productivité, au fond, de baisse parfois de telle ou telle difficulté qui serait posée sur un tel ou tel essai et que ça n'est pas trouvé dans la rémunération, là aussi on parle dans le vide. Le premier élément pour assumer les transitions, c'est qu'elles soient rémunérées. Et la seule manière de les rémunérer, c'est qu'elles soient dans les prix. Deuxième élément, il faut qu'on les accompagne budgétairement, ce que j'ai annoncé ce week-end dans une région que vous connaissez bien. Oui, à Terre de Gym. J'ai lu. Je me doute, à Terre de Gym, c'est des moyens d'accompagnement de la transition. Pour vous donner qu'un seul exemple, 250 millions sur le budget, plus 250 millions sur France 2030, sur la transition pour les produits phyto. C'est quoi concrètement ? C'est de la recherche, de l'innovation pour trouver des solutions alternatives, du matériel pour réduire l'utilisation, la dose qu'on met à l'hectare sur un certain nombre de produits. Ça, c'est du concret. Et donc ça vient améliorer ou réduire plutôt le coût que Mais alors justement, l'État va accompagner les agriculteurs sur la transition, c'est ce que vous nous dites, il met beaucoup de millions sur la table. Est-ce que ça s'accompagne aussi de contraintes plus fortes, c'est-à-dire des dates plus resserrées pour se transformer, pour transitionner ? C'est l'objectif de la planification. Je trouve que l'exercice de planification, il est parfois
comment dirais-je, il peut être parfois effrayant quand vous regardez. Parce qu'en fait, il y a d'un côté, il faut réduire, l'idée c'est la trajectoire de réduction des produits phyto. De l'autre côté, il faut être sobre à l'hectare, mais on sait que la contrainte climatique et le besoin en eau va être plus grand. Donc il faut être sobre à l'hectare, et il y a plus d'hectares sans doute qui seront irrigués. D'un autre côté, il faut préserver la biodiversité. D'un quatrième côté, il faut produire pour se nourrir. Et d'un cinquième côté, il va falloir produire plus de biomasse pour couvrir les besoins de carburant, de bioressources et d'un certain nombre de choses, et stocker du carbone. Bon. La planification, elle vient poser tout à la fois, ce qui est quand même mieux que ce qu'on a fait pendant des dizaines d'années, c'est-à-dire on faisait par silo. Vous réduisez les phytos, mais on s'occupe pas de ça. Sans cohérence entre chacun. Et moi, je trouve que l'exercice qui est porté par la Première ministre et l'ensemble des équipes qui sont autour d'elle et les ministres que nous sommes, c'est un exercice de lucidité, de crédibilité. L'affaire de la réduction des pesticides, c'est Grenelle de l'environnement. Grenelle de l'environnement, vous vous souvenez, c'était il y a 15 ans. Oui. Et depuis 15 ans, on n'a pas vraiment bien progressé. On a produit des interdictions parfois, très nationales. On n'a rien trouvé des alternatives. On en a reculé certaines. Hein. Oui, mais pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé face à des impasses. Oui, mais est-ce que les intéressés ont fait les efforts suffisants pour faire la recherche? Seulement, c'est les instituts techniques, l'INRAE, les agriculteurs dans leur champ, pardon, s'il faut faire de la recherche génétique ou de la recherche sur les semences, c'est tout le monde qui doit le faire, et avec la puissance publique. Je dis souvent que l'interdiction ne produit pas la solution. On l'a sous les yeux, hein. On a interdit les néonicotinoïdes, on n'a pas la solution. Moi, j'ai entendu des gens comme M. Jadot savamment nous expliquer à des tribunes qu'il y avait une solution. La vérité, c'est qu'on ne l'a pas. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il faut en rabattre pour autant. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas un double... Il faut chercher les solutions. Et donc, le travail qu'on fait de planification sur le sujet, c'est quelles sont les molécules dont on peut penser qu'elles sont à risque ou qu'elles sont trop utilisées, quelle est la trajectoire qu'on peut se donner, quelles sont les alternatives qu'on essaie de chercher. On a fait quelque chose, c'est ça... Un exemple concret, le glyphosate. On a baissé de 30% la consommation de glyphosate. On n'a pas produit une interdiction. On a dit quels sont les usages sur lesquels on peut évoluer et les réduire. Il y a des cas, l'agriculture de conservation des sols, qui est bonne pour le carbone, où il y a besoin d'un peu de glyphosate. Il y a des cas où on peut s'en passer. Là où on peut s'en passer, on s'en passe. Donc c'est comme ça qu'on va crédibiliser les choses. C'est-à-dire, la planif, ça donne des trajectoires et des moyens. Et il faut essayer de ne pas perturber les trajectoires, même si la vie fait que les trajectoires sont parfois perturbées. C'est comme ça qu'on va y arriver. Un mot sur une autre annonce de Bruno Le Maire, c'est la fin de la défiscalisation du gazole non routier. À partir de 2024, ça concerne aussi les agriculteurs. Non, ça n'est pas la fin de la défiscalisation du gazole non routier. C'est la baisse de la part de la défiscalisation. Le gazole non routier, vous savez combien c'est? C'est 1,3 milliard. Il est proposé cette année de réduire de 5%, c'est-à-dire de 70 millions. Donc c'est pas la fin du gazole. Mais il y aura une baisse, progressive à partir de 2024. Mais qui n'aboutit pas à la fin à la disparition complète. Mais qui va toucher les agriculteurs. Oui, est-ce que vous le déplorez? Oui, absolument. Oui. Mais on peut pas à la fois, là aussi, on peut pas à la fois dire, et je défends cette mesure dans sa globalité, c'est-à-dire c'est une trajectoire, c'est 5% cette année, 70 millions, et 2, ça retourne à l'agriculture. Ce n'est pas une économie budgétaire. La fiscalité, ça doit servir à un objectif. La fiscalité du gasoil, c'était pour donner de la compétitivité. On a besoin de compétitivité en agriculture. Je finis. À terme, l'objectif, c'est quand même qu'on utilise moins d'énergie non renouvelable et d'énergie émettrice de gaz à effet de serre. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui sur le tracteur. Parce que celui qui monte un tracteur électrique de 180 chevaux, il va vite s'enfoncer dans le sol. Vous voyez, c'est un peu lourd. Bon. Donc l'objectif, c'est de dire on fait de la défiscalisation qu'on viendra remettre sur d'autres formes de transition pour l'agriculture, mais qui ne vient pas pénaliser la compétitivité. Mais on ne supprime pas le... Mais les agriculteurs ne seront pas perdants? Aucun agriculteur? L'objectif, c'est qu'ils ne soient pas perdants. Après, il faut trouver la tuyauterie. Oui, mais... Il faut trouver la tuyauterie, mais on ne peut pas dire... Mais vous ne pouvez pas garantir qu'aucun agriculteur ne soit perdant avec cette mesure. L'objectif, c'est qu'aucun agriculteur ne soit perdant. Voilà. Donc on va trouver les dispositions, qui fiscales, qui d'accompagnement, qui de défiscalisation d'une autre nature, qui permettent d'accompagner... Donc il y aura des compensations pour accompagner les agriculteurs. C'est simple. Si c'est 70, il y a au moins 70 qui retournent à l'agriculture. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient taper, je sais qu'il y a eu des inquiétudes, ça ne vient pas taper la compétitivité, ça vient accompagner. On ne peut pas dire qu'il faut passer d'une fiscalité brune vers une fiscalité verte. Là, c'est 1,3 milliard et dire on ne touche rien à cette niche fiscale. Mais comme on est parfois, en particulier sur ce sujet, sur des impasses, il faut trouver d'autres voies et moyens pour donner de la compétitivité à nos agriculteurs. J'avais juste une question sur les propos d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Vous l'avez probablement entendu. Elle a parlé du fait de conclure les accords Mercosur donc qui pourraient lier l'Union européenne avec des pays notamment d'Amérique du Sud d'ici la fin de l'année. C'est un accord qui ne plaît plus tellement à l'État français. Il n'a jamais plu vraiment à date et dans les conditions qui sont celles posées. Est-ce que vous dites à l'Union européenne non, ce n'est pas possible à l'heure actuelle de conclure... C'est pas moi qui suis en charge de ces dossiers, mais je vais vous répondre quand même. Ça m'intéresse le ministre de l'Agriculture que vous êtes. Comme vous savez, je réponds à peu près toujours aux questions qu'on me pose. Je n'ai pas la réputation de faire autre chose.
la question qui est posée par la France, c'est de dire on a signé des accords de Paris. On essaie de les faire appliquer, y compris c'était la stratégie du Green Deal, à l'espace européen. Si on signe des accords avec des gens qui ne le respectent pas, sur la déforestation, sur la lutte contre les gaz à effet de serre, alors c'est pas la peine de signer les accords de Paris, c'est pas la peine de demander aux Européens et aux agriculteurs européens de les respecter dans les accords internationaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le Mercosur, pourquoi pas, dès lors que dans cet accord, c'est ce que réclame le président de la République et c'est ce qui fait que ça bloque aujourd'hui. Alors après, Mme von der Leyen dit quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques élections aussi dans ces pays-là, hein, dans l'intervalle. Pas au Brésil, mais ailleurs. Mais l'idée de dire que on laisse faire des accords internationaux qui ne viennent pas respecter des grands accords internationaux que sont ceux de Paris, et donc c'est ce qu'on appelle les clauses miroirs ou les clauses de réciprocité. Donc la France continue à dire on a besoin d'accords. Et moi-même, comme ministre de l'Agriculture, je pense qu'on a besoin d'échanges, y compris dans le dérèglement climatique. Y compris agricole, parce qu'on ne peut pas dire on veut bien le vin et les spiritueux en dehors de nos frontières et pas être en compétition avec d'autres sur d'autres sujets. Mais dans des règles qui ne nuisent pas à la planète. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on essaye de défendre et c'est ce qu'on continuera à défendre. Puisque vous parlez du dérèglement climatique, de violents orages ont touché les Pyrénées-Orientales ces dernières heures. Des vignes ont été touchées, notamment par la grêle. Est-ce que vous allez prendre des mesures pour aider les viticulteurs? D'abord, on va essayer de quantifier les choses et de regarder les choses. Une partie des vendanges a été faite dans les Pyrénées-Orientales. Alors c'est quand même quelque chose de terrible pour les Pyrénées-Orientales et c'est quand même un message de soutien que j'envoie aux agriculteurs et aux territoires concernés parce que sécheresse pendant 1 an et quand quelque chose tombe, c'est de la grêle. Donc il y a une forme de désespérance. On a fait un premier train de mesures, j'en parlais hier avec un des responsables d'ailleurs des Pyrénées-Orientales que je croisais. On est en train de regarder, c'était avant l'épisode de grêle, hein, des mesures complémentaires sur la question de la sécheresse. Après on a changé, on a réformé le modèle de l'assurance récolte qui permet de mieux prendre en charge. On a plutôt bien marché cette année. D'ailleurs, les agriculteurs ont plutôt bien souscrit des contrats d'assurance. L'assurance doit prendre en charge les gros accidents climatiques et l'État, elle est très gros. C'est ça le principe qu'on a posé. Donc on regardera dans le détail. Et je voudrais juste dire qu'il faudra qu'on soit vraiment aux côtés de ces agriculteurs, et en particulier de ces viticulteurs, en l'occurrence, qui subissent et qui peuvent avoir le sentiment que la succession d'aléas va rendre impossible la capacité simplement à produire dans ces territoires. Donc on a à la fois à faire face à la crise, et à trouver des modèles qui leur permettent de mieux résister à ces crises. À ce titre, Monsieur le Ministre, qu'est-ce que vous diriez encore que la météo estivale a été assez normale? Vous regardez les récoltes. Il ne faut pas confondre le climat. Et la météo, c'est ce que vous allez me dire. Vous demanderez aux gens du Nord, puisque vous les connaissez, que j'ai croisés à Cambrai. J'en connais quelques-uns. Je ne les ai pas entendus me dire qu'ils avaient eu un été radieux. Il m'a dit, j'ai plutôt entendu le mot pourri. Bon, est-ce que ça change le fait qu'il y a un dérèglement climatique et qu'on ait des températures moyennes qui soient plus élevées? Non. Mais en instantané, j'ai une production de céréales cette année qui est en augmentation de 6% sur le blé tendre et qui, sur la moyenne des 5 ans, est en augmentation de 3 à 4%. C'est un fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu moins de contraintes. Pourquoi? Parce qu'on a eu sécheresse hivernale, mais pas une sécheresse printanière et estivale, en tout cas dans le grand nord de la France, hors les départements type les Pyrénées-Orientales, et une canicule qui est arrivée tard, au mois d'août. Dans mon propre département, on n'a pas dépassé les 30 degrés jusqu'au 15 août. Donc c'est une réalité. Et donc, si on pouvait avoir des débats, c'est pas vous là pour le coup, où quand on dit quelque chose qui est juste un fait météorologique, j'étais en Bretagne au Space, j'ai entendu les mêmes mots que ceux que j'ai entendus dans le Nord. Voilà. Et c'est pas faire grief autant breton. Donc faut pas... Donc vous n'êtes pas climato-sceptique. Si on pouvait ne pas se faire de querelle et ne pas dire quand il fait 20 degrés, il ne fait pas 40 degrés, et on n'est pas devenu climato-sceptique, et je ne suis pas climato-sceptique. J'ai monté une filière Boénergie il y a 15 ans dans ma collectivité. J'ai fait de la diversification végétale dans les cantines il y a 15 ans. Donc, mais si on ne peut plus décrire une réalité sans faire offense à c'est une espèce de sainte inquisition qui s'organise pour pas décrire une réalité, je pense qu'on fait un grand tort à la cause que nous défendons avec un certain nombre de ces gens-là, c'est-à-dire la cause du dérèglement climatique et de l'adaptation. On a une année qui est avec des températures moyennes très élevées, mais avec des phénomènes extrêmes qui ont plutôt touché le Sud et pas le Nord cette année. L'an dernier, au mois de juillet, au moment où j'ai parlé de cette question, on avait déjà eu 3 canicules, vraies canicules. On les avait pas eues au mois de juillet. Et les récoltes s'en sont senties. Mais là, on va parler du plan loup, Marc Fesneau, que vous allez présenter dans les prochains jours. Les attaques sur les élevages se multiplient. Est-ce qu'il faut mieux réguler? Il faut qu'on trouve un équilibre sur cette question. D'abord, il faut quand même saluer la réussite du plan loup, je l'ai dit, ce qui est plutôt audacieux au Space hier à Rennes, ou avant-hier. On avait un objectif de 500 loups et on en a plus de 1100. Bon. Donc on a plutôt bien agi pour préserver cette espèce. Donc vous ne trouverez pas sur le chemin de la démagogie, et sur lequel certains vont nous entraîner, c'est celui de l'éradication. Jamais vous me trouverez sur ce chemin-là, et c'est bien qu'on ait des loups. Arrive un moment où, victime de notre succès, d'une certaine façon, et là vous me trouverez sur ce chemin-là, on avait une vingtaine de départements. Il y a 10 ans, au début du plan loup, on n'en avait pas 500.
il y a 5 ans. Là, on en a 1100. Il y a une croissance exponentielle. Donc il faut qu'on ait des mécanismes qui fassent qu'on arrive à tenir une population démographiquement et génétiquement viable, et qui soit viable aussi dans les territoires. On a maintenant 55 départements de touchés. On a des élevages qui sont touchés. Donc, essayons de simplifier les protocoles de tir. J'écoute avec attention ce qu'a dit Mme von der Leyen. Donc ça veut dire qu'il faut augmenter les tirs pour vous? Non, mais on est déjà à 19%, on va déjà les effectuer. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à les faire. On a réévalué tout de suite avec les collègues du ministère de la Transition écologique. Donc ça ne peut pas être une querelle entre l'écologie et l'agriculture, pour moi. Il faut qu'on arrive à trouver un point d'équilibre. Et il y a plein de sujets, je reviendrai si vous voulez sur le loup, mais il y a plein de sujets sur lesquels il faut qu'on travaille ensemble pour sauver d'autres formes de biodiversité. Donc c'est compliqué de trouver un équilibre sur cette question qui est un peu passionnelle, mais ne pas trouver l'équilibre, c'est à la fin mettre en risque le loup, parce qu'on ne fait pas contre les populations locales, il ne faut pas raconter l'histoire, et de mettre en risque une autre forme de biodiversité, parce que l'élevage d'ovins en particulier, mais pas que d'ovins, il permet d'ouvrir les paysages, de lutter contre les incendies. Donc de mettre en risque les éleveurs. Comment ? Donc de mettre en risque les éleveurs. Et oui, et de mettre en risque les éleveurs et le système et l'écosystème qui protègent. On s'est tous promenés en montagne. Les paysages qu'on a sous les yeux, c'est des paysages qui sont là parce qu'il y a des éleveurs. Et le cortège de flore et de faune qu'on a dans les prairies, s'il n'y a plus d'élevage, il s'embroussaillera et il brûlera. Est-ce qu'on a intérêt à ça ? Donc il faut qu'on trouve un point d'équilibre. On va essayer de trouver un point d'équilibre de manière apaisée sur un certain nombre de sujets. Et j'ai noté avec intérêt, on est dans un cadre européen avec des règles européennes. Que la présidente von der Leyen elle-même a dit qu'il fallait réinterroger la question. Mais il y a d'autres espèces qui sont en risque, et je ferai moi sans doute des propositions avec le monde agricole et auprès du monde agricole pour regarder quelles sont les autres espèces animales ou végétales qu'on doit essayer de préserver et qui aujourd'hui sont plus en risque que le loup. Essayons de traiter la biodiversité. C'est pas... Oui. Non, je réserverai ces questions-là avec mes collègues des ministères concernés, mais on a d'autres espèces qui sont menacées. Il y a des rapaces qui sont parfois menacés. Je sais le combat qu'ont certains sur les pollinisateurs, vous voyez. Donc la biodiversité, c'est pas que le loup. Et donc on a besoin de travailler. Et là, vous me trouverez au rendez-vous pour le faire avec les agriculteurs et aux côtés de mes autres collègues. Julien, vous avez une dernière question pour Marc Fesneau. Alors pas Marc Fesneau le ministre. Non, je m'inquiète. On vous découvre, Monsieur Fesneau. Vous faites une apparition, paraît-il, dans un épisode de la série de France Télé des Terres, en tant que parent d'élèves. Alors, on a envie de vous poser la question de savoir si c'est une nouvelle carrière qui s'annonce. Je vois qu'en fait, c'est amusant parce que c'est un clin d'œil qu'on a fait dans une série qui est tournée dans un lycée agricole. La fiction est dans un lycée agricole et gentiment, ils m'ont proposé de passer pour faire un clin d'œil aux équipes, aux acteurs, aux gens dont c'est le métier. C'est pas mon cas, je ne suis pas en phase de reconversion, j'en ai eu nulle intention. Le politique est un peu un acteur. Comment ? Le politique est un peu un acteur. Oui, enfin, faut pas faire de trop de théâtre non plus, vous voyez ce que je veux dire. Chacun son registre. Bon, c'est pas une nouvelle carrière qui s'ouvre. Non, c'était faire un clin d'œil aux équipes, puis faire un clin d'œil aussi à l'enseignement agricole. Donc c'est un peu, vous voyez... On verra d'abord s'ils me retiennent et s'ils m'ont trouvé bon. Faut être modeste dans la vie. Et deux, c'était plutôt un clin d'œil aux équipes et à toutes les équipes qui tournent et qui vont mettre en valeur l'enseignement agricole et au fond faire un regard sur l'agriculture qui soit un peu différent. C'est la première fois qu'il y a une fiction qui est tournée sur l'agriculture. Dans le registre de l'enseignement agricole. Et puis un clin d'œil aux équipes de l'enseignement agricole. Donc je me suis prêté au jeu. J'ai rien demandé, ils m'ont proposé. Moi j'ai cru que j'allais jouer le rôle de ministre. Je me suis dit ça, je serais plus à l'aise. C'est un parent d'élève. Je le suis par ailleurs. Voilà. Mais ça n'était pas mon fils. Merci Marc Fesneau. Merci à vous. Beaucoup.